3 infirmières ont disparu pendant leur garde de nuit à l'hôpital, laissant leur mère et tout le personnel traumatisés et désespérés. Mais 6 mois plus tard, un ouvrier d'entretien des égouts découvre un objet choquant logé dans une canalisation, une découverte qui allait tout changer et révéler l'horrible vérité derrière leur disparition. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de la cuisine de Marcia Langston tandis qu'elle faisait les 100 pas, son téléphone portable collé à l'oreille. La vapeur de son café intact tourbillonnait dans l'air immobile de sa maison de Milaven. Cela faisait exactement 6 mois que sa fille Freya avait disparu sans laisser de traces, avec ses 2 meilleures amies, Chiara Mendes et Kelly Wang. Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons affaire à un problème d'eau en plus de tout le reste, soupira Marcia au téléphone. Ma douche de ce matin n'était que de la boue brune, répondit Isabelle Mendes, la voix fatiguée par des mois d'inquiétude. Tout le quartier est touché. Liwa a dû annuler ses rendez-vous du matin à la clinique parce qu'ils ne peuvent pas stériliser correctement le matériel, a déclaré le docteur Liwa Hang, la 3e mère à leur conférence téléphonique. L'administrateur de l'hôpital m'a appelé à 4 heures du matin. Il s'agissait d'un blocage majeur du réseau municipal, les travaux publics y travaillent depuis hier soir. Les 3 femmes avaient noué un lien indéfectible depuis la disparition de leur fille. Avant la disparition, elles se connaissaient vaguement grâce à l'amitié de leur fille. Mais le chagrin et l'incertitude avaient forgé en elles un réseau de soutien dont aucune d'elles ne pouvait désormais s'imaginer se passer. Leurs enfants, les 3 jeunes infirmières, étaient inséparables depuis qu'elles avaient toutes trouvé un emploi à l'hôpital général de Meadow Ridge après leurs études d'infirmière. Freya était devenue infirmière diplômée au service de dermatologie et de chirurgie plastique, Chiara travaillait en pédiatrie, et Kelly avait trouvé sa vocation aux urgences, toujours animée. Services différents, horaires différents, mais elles prenaient toujours du temps l'une pour l'autre. L'inspecteur ROR a promis d'appeler s'il y avait du nouveau, leur rappela Liwa. La police n'a pas arrêté ses recherches. Comme si elle avait été interpellée par la mention de son nom, le téléphone de Marcia vibra, signalant un appel entrant. Elle retira l'appareil de son oreille et vérifia l'écran. Inspecteur Vincent ROR, luait à voix haute, le cœur battant la chamade. Je dois m'en occuper, attendez. Elle changea rapidement d'appel, les doigts tremblants. Inspecteur, y a-t-il du nouveau? Madame Langston? La voix grave de l'inspecteur résonna au téléphone, tendu. Il y a eu un développement important dans l'affaire. C'est lié au problème d'eau qui touche votre quartier. Les genoux de Marcia faiblirent et elle s'agrippa au bord du comptoir de la cuisine pour se soutenir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as trouvés. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone, répondit l'inspecteur ROR. J'ai besoin que vous veniez sur les lieux. Pouvez-vous amener les autres, Madame Mendes et le docteur Hang? Cela pourrait aussi avoir un lien avec leurs enfants. Je suis au téléphone avec eux en ce moment, dit Marcia d'une voix plus aiguë. On arrive tout de suite. Où es-tu? Nous sommes dans la zone industrielle, plus précisément sur le site d'entretien des égouts du district de Chandler Creek, a-t-il dit. Je vous enverrai l'emplacement exact par SMS. Venez dès que possible. Après que l'inspecteur eut raccroché, Marcia reprit rapidement la conversation avec ses amis. C'était l'inspecteur ROR, annonça TL d'une voix tremblante. Il dit qu'il y a une avancée importante dans l'affaire, et que c'est lié au problème d'eau. Il veut qu'on le retrouve au parc industriel de Chandler Creek, sur le site de maintenance des égouts. Les égouts, répéta Isabelle, la confusion perceptible dans sa voix. Quel rapport avec nos filles? Je ne sais pas, répondit Marcia, décrochant déjà ses clés de voiture du crochet près de la portière, mais il avait l'air pressé. Il m'envoie la position exacte sur mon téléphone. Je pars maintenant, dit Liwa d'un ton décidé. Je vous retrouve là-bas. L'appel terminé, Marcia se précipita vers sa voiture, l'esprit bourdonnant d'idées. L'air matinal était frais sur sa peau lorsqu'elle s'installa au volant. Son téléphone sonna, un SMS de l'inspecteur ROR contenant une épingle sur la carte. Elle le partagea rapidement avec Isabelle et Liwa, puis l'enregistra dans son GPS et quitta son allée. Les 20 minutes de route jusqu'à la zone industrielle lui semblèrent des heures.
Les articulations de Marcia étaient blanches sur le volant tandis qu'elle naviguait dans la circulation matinale de Milaven. Lorsqu'elle arriva enfin sur place, elle aperçut plusieurs véhicules de police et un camion de travaux publics garés autour de ce qui ressemblait à un chantier de fouilles. Du ruban jaune de scène de crime délimitait une vaste zone où des ouvriers en bleu de travail étaient rassemblés autour d'un gros tuyau exhumé. Alors que Marcia se garait et sortait de sa voiture, elle aperçut Isabelle qui s'arrêtait à côté d'elle. Elles échangèrent un regard inquiet avant de se diriger ensemble vers la scène. Liwa arriva quelques instants plus tard, les rejoignant à la limite de la zone délimitée par un ruban adhésif. L'inspecteur Vincent ROR, un homme de grande taille aux tempes grisonnantes et au regard perpétuellement fatigué, les repéra et leur fit signe de s'approcher. Il souleva le ruban adhésif pour qu'ils puissent se cacher dessous. « Merci d'être venu si vite, dit-il d'un ton sombre. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Il les conduisit plus près de l'endroit où plusieurs agents photographiaient des objets étalés sur le sol boueux. À leur approche, Marcia eut le souffle coupé. 3 tenues d'infirmière, une rose, une bleue et une verte étaient étalées au sol, ainsi que des paires de chaussures blanches. Elles étaient couvertes de boue et tachées de ce qui ressemblait étrangement à du sang, mais c'était indéniablement celle du personnel hospitalier. « Oh mon Dieu !» murmura Isabelle, sa main volant vers sa bouche. L'inspecteur ROR fit un geste vers un égoutier qui se tenait à proximité. Monsieur Jensen enquêtait sur la cause du refoulement d'eau qui affecte votre quartier depuis hier soir. Lorsque son équipe a localisé le blocage et commencé à le déboucher, ils ont trouvé ceci. L'ouvrier, un homme d'âge moyen vêtu d'une combinaison tachée de boue, acquiesça solennellement. Du jamais vu en 20 ans de métier. Les uniformes étaient tous serrés avec du sparadrap et du fil de fer, formant une boule qui s'est coincée dans la canalisation principale, provoquant un énorme embouteillage jusqu'à l'hôpital. L'inspecteur ROR se tourna vers les 3 mères. Nous avons besoin que vous nous disiez si vous reconnaissez ces objets. Pourrait-il appartenir à vos filles? Marcia s'avança la première, les jambes tremblantes. Elle s'approcha de la bâche et s'agenouilla prudemment à côté de la blouse rose. La taille semblait correcte, et il y avait une petite broche au col ou un symbole dermatologique argenté que Freya portait toujours. Ce sont celles de Freya, confirma-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle portait toujours une blouse rose en dermatologie, et ce sont ses chaussures. Isabelle s'approcha du plateau bleu. Ceux de Chiara sont bleus, les puéricultrices portent du bleu à Meadow Ridge. Ses doigts caressèrent le tissu, sans le toucher, mais l'identifiant. Voilà le papillon qu'elle a cousu sur la poche, c'est le sien. Liwa, avec le détachement clinique qui accompagnait parfois sa formation médicale, examina l'uniforme vert. Le personnel des urgences porte du vert. C'est la pointure de Kali, et ce sont bien ses chaussures, elle avait des semelles antidérapantes en caoutchouc pour les sols glissants du service des urgences. L'inspecteur ROR fit un signe de tête à un technicien médico-légal qui installait du matériel sous une tente voisine. Nous allons procéder à des tests ADN préliminaires ici même. Si vous pouviez patienter quelques minutes, nous aurons une première confirmation. Les mères furent conduites jusqu'à un véhicule de police où elles purent s'asseoir pendant que l'équipe médico-légale travaillait. Le poids était insoutenable, chaque femme perdue dans ses pensées. Marcia fixait le site de fouille, observant d'autres policiers photographier la canalisation et les environs. Après ce qui leur sembla une éternité, l'inspecteur ROR s'approcha à nouveau d'eux, son expression révélatrice avant même de parler. Les analyses préliminaires le confirment. L'ADN des 3 uniformes correspond aux échantillons que vous avez fournis lors de la disparition de vos filles, dit-il doucement. Vu l'état du tissu et la faible décoloration des couleurs, nous ne pensons pas qu'ils aient séjourné dans les égouts pendant les 6 mois complets. Ce sont des preuves récentes. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Liwa, son esprit médical évaluant déjà les possibilités. Cela signifie, dit l'inspecteur ROR, que quelqu'un s'est débarrassé délibérément de ces uniformes récemment. La façon dont ils étaient attachés avec du fil de fer suggère qu'ils voulaient les bloquer, ou du moins les rendre suffisamment lourds pour couler et rester cachés. Ce n'était pas un accident. Nos filles sont-elles? Isabelle ne put terminer sa question.
Nous n'avons aucune preuve de cela, lui assura rapidement l'inspecteur. Ce que nous avons, c'est notre première véritable piste depuis des mois. Quelqu'un possédait ces uniformes et a tenté de s'en débarrasser d'une manière qui suggère soit qu'il cherchait à dissimuler des preuves, soit qu'il souhaitait les retrouver ou que quelqu'un pourrait encore détenir des informations sur ce qui est arrivé à Freya, Chiara et Kali. Marcia regarda les uniformes boueux, la blouse rose de sa fille soigneusement rangée dans un sac à preuves. Et maintenant? Maintenant, dit l'inspecteur Héroer avec détermination, nous suivons cette piste. Et comme les preuves ont été récemment écartées, nous avons de bien meilleures chances de... Nous traquons le coupable. Alors que l'équipe médico-légale continuait d'analyser les preuves, une BMW argentée s'arrêta au bord de la Seine. Marcia vit un homme d'une quarantaine d'années en sortir, la posture figée par l'inquiétude, observant l'activité policière. Il portait des vêtements décontractés coûteux sous une veste légère, comme s'il s'était habillé à la va-vite. Docteur Velman, appela l'inspecteur ROR, reconnaissant le nouveau venu. Marcia le reconnut aussitôt, le docteur Nathan Velman, le dermatologue et chirurgien esthétique qui avait suivi Freya à l'hôpital. Il avait assisté aux premières réunions de recherche après la disparition des filles, mais avait progressivement cessé de venir au fil des semaines. Le médecin s'approcha et serra fermement la main du détective. « Je venais de terminer mon service de nuit et je rentrais chez moi quand j'ai remarqué toute cette agitation, » expliqua-t-il en passant une main dans ses cheveux noirs parfaitement coiffés. « Il y a un accident ? J'ai vu le camion des travaux publics et je me suis inquiété. » L'inspecteur ROR a brièvement expliqué la situation en désignant la zone de collecte des preuves. Nous avons retrouvé ce qui semble être l'uniforme de l'infirmière disparue dans une canalisation d'égout bouché. C'est la première preuve significative que nous trouvons depuis des mois. Le docteur Velman haussa les sourcils et jeta un regard compatissant aux trois mères. J'ai entendu parler des problèmes d'eau à l'hôpital hier soir. Les opérations ont failli être annulées à cause de ça. Son regard se posa sur les sacs de preuves chargés dans un fourgon de police. Ce sont bien leurs uniformes, n'est-ce pas? À Marcia, confirma Marcia en observant attentivement sa réaction. Les roses de Freya viennent de votre rayon. Une lueur traversa le visage du médecin, de l'inquiétude, peut-être, ou quelque chose de plus profond. L'infirmière Freya était exceptionnelle, dit-il doucement. La meilleure assistante que j'ai jamais eue en chirurgie esthétique. Son souci du détail était incomparable. Il se tourna vers l'inspecteur ROR. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que cela change l'enquête? Grâce à ces preuves, nous passons d'une simple affaire de disparition à une potentielle enquête criminelle, a expliqué l'inspecteur. Nous allons examiner les images de vidéosurveillance des commerces situés à proximité des points d'accès aux égouts et interroger à nouveau le personnel hospitalier. Le docteur Velman hocha la tête, pensif. Cela me semble logique. Même si je ne travaille personnellement que de nuit à Metaridge maintenant, il jeta un coup d'œil à sa montre. Le jour, je dirige mon propre cabinet privé. Je viens de terminer mon service de nuit et j'ai des patients qui attendent cet après-midi. L'inspecteur ROR sortit un petit carnet. Nous aimerions vous revoir lors de nos entretiens de suivi. Seriez-vous disponible à l'hôpital pendant votre garde, ou devrions-nous prévoir un rendez-vous à votre cabinet privé? Les deux options fonctionnent, dit le docteur Velman en cherchant une carte de visite dans sa poche. Voici les coordonnées de ma clinique. On pourrait peut-être convenir d'un rendez-vous séparé, mon emploi du temps est très chargé. Pendant qu'ils discutaient, un quart de presse s'est arrêté sur les lieux et les journalistes ont commencé à décharger le matériel. L'attitude du docteur Velman a soudainement changé, ses épaules se sont tendues et il a commencé à consulter sa montre à plusieurs reprises. « Je devrais vraiment y aller », a-t-il dit en reculant d'un pas, « j'ai besoin de me reposer avant mes rendez-vous de l'après-midi. Veuillez me tenir au courant de tout développement que j'aurais manqué, Freya m'a été d'une grande aide. » L'inspecteur ROR le remercia de son passage et se tourna pour saluer l'équipe de presse qui approchait. Le docteur Velman recula rapidement vers sa voiture, ajustant sa veste tout en marchant. Marcia remarqua quelque chose d'étrange dans son comportement, l'urgence soudaine de partir à l'arrivée des médias,
tandis que Lia et Isabelle restaient pour préparer les inévitables interviews. Elle se surprit à courir après le médecin. « Docteur Velman, attendez » appela-t-elle, le rattrapant au bord du parking. Il se retourna, la surprise visible sur son visage. « Madame Langston ? Y a-t-il autre chose ? On ne s'est pas parlé depuis des mois. » Elle dit en étudiant son visage, « Comment vas-tu ? » « J'ai beaucoup de travail, » répondit-il, la main posée sur la portière de sa voiture. Ouvrir un cabinet privé a été exigeant, mais gratifiant. J'aurais aimé que Freya soit là, nous avons discuté de mon projet à maintes reprises. Elle était enthousiaste à l'idée de me rejoindre une fois que je serais installé. Un sourire triste éclaira ses lèvres. Aucune autre infirmière n'a son expertise en soins post-opératoires pour les interventions faciales. Je ne savais pas que tu avais ouvert ta propre clinique, dit Marsha. Félicitations. Merci, répondit-il, semblant se détendre légèrement. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre espace de consultation. La plupart des interventions chirurgicales se déroulent encore à l'hôpital, bien sûr, je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire dans ma clinique. Avant que Marsha ne puisse répondre, Isabelle et Lia s'approchèrent, ayant visiblement décidé d'éviter les médias. Docteur Velman, dit Lia avec un hochement de tête professionnel. J'ai pris rendez-vous à votre clinique cet après-midi. J'ai un patient qui pourrait avoir besoin d'une chirurgie esthétique, et je voulais en discuter avec vous. Ah, Docteur Hang. Oui, dit Lia. Je t'ai dans mon agenda à 14 heures, c'est ça? C'est exact, confirma-t-elle. Le médecin garda un sourire poli, mais Marsha remarqua ses doigts qui tapotaient sans cesse contre la portière de sa voiture. Je suis désolé, mais je dois absolument y aller. La nuit a été longue et j'ai besoin de me reposer avant de reprendre le travail cet après-midi. À cet après-midi, Docteur Hang. Alors qu'il s'éloignait, Marsha se tourna vers Lia. Où est exactement sa nouvelle clinique? Lia parut surprise par la question. C'est sur Maple Avenue, près du carrefour principal avec Oak Street. Il a ouvert le mois même de la disparition de nos filles. Je suis surprise que tu ne le saches pas, Marsha secoua lentement la tête. Avec tout ce qui s'est passé, je ne remarque plus rien en dehors de ce cauchemar. Elle marqua une pause, réfléchissant au comportement du médecin. Tu as trouvé ça bizarre, tout à l'heure? Il semblait fatigué, a confié Isabelle. Les gardes de nuit sont pénibles. Je me souviens que Chiara était en service de nuit en Usain, elle était comme un zombie. Peut-être, murmura Marsha, pas entièrement convaincue. Un journaliste s'est approché d'eux, micro en main, et Marsha a accepté à contre-cœur une brève interview. Elle a évoqué leur espoir persistant de retrouver les filles et sa conviction que celui qui s'était débarrassé des uniformes finirait par être arrêté. Après les interrogatoires, l'inspecteur ROR a réuni les trois mères. L'équipe médico-légale va poursuivre l'analyse des preuves. Je vous tiendrai au courant dès que nous aurons des informations plus concrètes du laboratoire et des experts en égo. Nous allons découvrir ce qui est arrivé à vos filles et qui a jeté ces uniformes. Le cœur lourd mais avec un sentiment d'espoir renouvelé, les trois femmes sont retournées à leurs voitures respectives, chacune traitant à sa manière les événements choquants de la matinée. Marsha roulait lentement dans les rues familières de Milaven, repensant aux événements de la matinée. L'image de la blouse rose tachée de boue de Freya défilait sans cesse devant ses yeux, ses uniformes avaient été une source de grande fierté pour sa fille, le symbole tangible de son travail acharné pendant ses études d'infirmière et de sa réussite à décrocher un poste à l'hôpital général de Metternich. Alors qu'elle approchait d'un feu de circulation au carrefour principal, quelque chose attira son attention. Au coin de la rue se dressait un bâtiment moderne arborant une élégante enseigne indiquant « Médecine esthétique masculine ». Le parking était vide, à l'exception d'une BMW argentée, la voiture du docteur Velman. Il a dit qu'il rentrait se reposer, murmura Marsha en ralentissant au feu rouge. À travers les grandes fenêtres de la façade, malgré l'obscurité intérieure, elle distinguait des silhouettes. Le docteur Velman semblait engagé dans une conversation animée avec un autre homme. Le langage corporel du médecin était agité,
il gesticulait avec insistance, tendant même la main vers le visage de l'autre homme. L'inconnu repoussa violemment la main du médecin, dans une posture agressive. Marsha observait, fasciné, la confrontation qui se déroulait comme un film muet à travers les fenêtres de la clinique. Quoi qu'ils discutaient, cela irritait visiblement le docteur Velman. Un coup de klaxon soudain derrière elle la fit sursauter sur son siège, en levant les yeux, elle réalisa que le feu était passé au vert et que le conducteur derrière elle exigeait avec impatience qu'elle bouge. Déconcertée, Marsha appuya sur la pédale d'accélérateur et continua à traverser l'intersection, ses yeux se dirigeant vers le rétroviseur tandis que la clinique disparaissait de sa vue. De quoi s'agissait-il, se demanda-t-elle à voix haute, serrant fermement le volant. Le médecin semblait parfaitement calme sur la scène de crime, quoique un peu évasif. Qu'avait-il bien pu se passer dans le court laps de temps écoulé pour provoquer une confrontation aussi intense? Marsha parcourut encore un pâté de maisons avant de prendre une décision soudaine. À la première occasion, elle fit demi-tour avec prudence et reprit le chemin de la clinique. La logique lui disait que ce n'était pas son problème, mais elle ne pouvait s'empêcher de vouloir s'assurer que le médecin était sain et sauf et après 6 mois d'impuissance à rechercher sa fille, toute anomalie semblait mériter d'être examinée. En approchant à nouveau de la clinique, elle fut surprise de voir la BMW du docteur Velman et une moto qu'elle n'avait pas remarquée avant de quitter le parking. La moto, un élégant modèle sport noir, roulait rapidement devant, tandis que la voiture du médecin suivait à un rythme plus calme. « Au moins, il va bien », murmura Marsha, soulagée que la confrontation n'ait pas dégénéré en violence physique. Elle poursuivit son chemin habituel, par coïncidence dans la même direction que les deux véhicules. La curiosité la tiraillait, la poussant à surveiller leur direction. Elle se souvenait que le docteur Velman habitait un quartier résidentiel huppé non loin de là. Des années auparavant, lorsque Freya avait commencé à travailler dans son service, une fête avait eu lieu chez lui après le bon déroulement d'une opération particulièrement difficile. Marsha avait déposé Freya à sa maison, un joyau architectural moderne avec de grandes fenêtres et une pelouse impeccablement entretenue. Elle se souvenait être allée chercher Freya plus tard dans la soirée et avoir été témoin par hasard d'un moment entre sa fille et le médecin. Il avait adressé un clin d'œil espiègle à Freya, la faisant rougir pendant des semaines. Freya semblait sous le charme, même si elle avait refusé d'en parler à sa mère. Finalement, quoi qu'il en soit, cela passa, et Freya redevint elle-même. Alors que Marsha la suivait à distance, elle remarqua que le docteur Velman ne tournait pas vers son quartier. Il continua tout droit et finit par se garer sur le parking de Medical Supply Pro, un magasin destiné aux professionnels de santé. La moto avait pris les devants et s'engagea dans une petite rue latérale qui, Marsha le savait, menait à la périphérie de la ville. Il y avait une vieille station de lavage dans cette rue, mais la moto la dépassa à toute vitesse sans s'arrêter. Marsha ralentit, fixant la rue. Que pouvait-on y faire? Le quartier était en grande partie désert, avec seulement quelques bâtiments épars qui avaient connu des jours meilleurs. C'est ridicule, se dit-elle en serrant fermement le volant. Je ne suis ni une détective ni une espionne. Je suis juste une mère inquiète qui commence à voir des liens là où il n'y en a probablement pas. Prenant une grande inspiration, elle reprit le chemin du retour, déterminée à se reposer un peu avant de discuter plus tard des découvertes de la matinée avec Isabelle et Lia. En conduisant, cependant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le docteur Velman ne disait pas tout à fait la vérité. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'hôpital où Freya avait travaillé. L'hôpital général de Meadow Ridge se dressait, imposant, sur fond de ciel de midi, ses fenêtres reflétant la lumière du soleil. Quelque part dans ce bâtiment, sa fille avait passé d'innombrables heures à soigner des patients, à se lier d'amitié avec Chiara et Cali, et à travailler aux côtés du docteur Velman. S'était-il passé quelque chose là-bas qui aurait pu entraîner leur disparition? Marsha s'était posé la question d'innombrables fois au cours des 6 derniers mois. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'il trouvait un indice significatif, et il avait été littéralement exhumé des égouts sous la ville. Alors qu'elle arrivait enfin dans son allée, Marsha sentit le poids émotionnel de la matinée s'abattre sur elle, la découverte des uniformes lui apportait à la fois espoir et appréhension, l'espoir qu'il puisse enfin apprendre ce qui s'était passé,
et la crainte de la vérité. L'odeur familière du café emplissait la cuisine de Marsha tandis qu'elle attendait la fin de l'infusion. Après les montagnes russes émotionnelles de la matinée, elle avait besoin de caféine pour se vider la tête. Elle se servit une tasse fumante et s'installa devant son ordinateur, ouvrant sa messagerie, espérant trouver un message d'Isabelle ou de Lia. Mais elles étaient probablement aussi épuisées émotionnellement qu'elle et mettaient du temps à digérer tout cela. Marsha consulta sa boîte mail, espérant avoir des nouvelles de l'inspecteur ROR. Elle rafraîchit la page et, cette fois, un nouveau message de sa part apparut. Son cœur fit un bond lorsqu'elle ouvrit rapidement la boîte. Madame Langston, commençait le courriel, je voulais vous informer d'un fait nouveau important. Notre équipe médico-légale a trouvé des empreintes digitales partielles sur le fil d'acier utilisé pour attacher la blouse de l'infirmière. Nous les avons analysées dans notre base de données et avons identifié une correspondance, Marcus Dick, un membre connu d'un gang, déjà arrêté pour vol à main armée dans une supérette il y a 3 ans. Plusieurs mandats d'arrêt sont actuellement émis contre lui. Nous le traitons comme notre principal suspect et tenterons de le localiser à sa dernière adresse connue. Je vous tiendrai informé de la suite des événements. Marsha lut le courriel 2 fois, oubliant son café tandis qu'elle assimilait cette nouvelle information. Un nom lié à la disparition de sa fille. Curieuse, elle ouvrit son navigateur web et chercha « Marcus Dick Milaven ». La recherche donna plusieurs résultats, dont un article de presse sur le braquage de l'épicerie. Elle cliqua dessus et trouva la photo d'identité judiciaire d'un homme d'une trentaine d'années, le visage et le cou couverts de tatouages. Son regard était dur, son expression provocante, tandis qu'il fixait l'objectif. Elle étudia attentivement l'image, essayant de se rappeler si elle avait déjà vu cet homme. Était-ce la personne qui s'était disputée avec le docteur Velman plus tôt? Elle n'avait pas pu distinguer clairement le visage de l'homme à travers les fenêtres de la clinique, et elle n'avait certainement pas remarqué de tatouage distinctif. De plus, il semblait hautement improbable qu'une personne comme le docteur Velman fréquente un criminel notoire. Ce n'est pas possible que ce soit la même personne, murmura-t-elle. Impossible. Marsha prit son téléphone et composa le numéro d'Isabelle. Après 3 sonneries, son ami répondit. « As-tu reçu l'email du détective ROR » demanda Marsha sans préambule. « Oui » répondit Isabelle d'une voix tendue. « Ce Marcus Dick ?» Je repensais à quelque chose que Chiara m'a dit avant sa disparition. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marsha en se redressant. Les jours précédant sa disparition, Chiara a dit avoir eu l'impression d'être suivie. Elle a dit avoir aperçu un homme tatoué à plusieurs reprises près de l'hôpital et autour de son immeuble. La voix d'Isabelle tremblait légèrement. C'est pour ça qu'elle a commencé à loger chez Cali. Elle s'y sentait plus en sécurité. Marsha fronça les sourcils et posa sa tasse sur le bureau. Freya ne m'a jamais rien dit de tel. En as-tu parlé à l'inspecteur ROR? Oui, juste après la disparition des filles. La police pensait que cela pouvait être grave, mais sans preuve ni description précise, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Chiara a-t-elle déjà dit où exactement elle avait vu cet homme? Demanda Marsha, l'esprit en ébullition. Il y eut un silence au bout de la ligne, tandis qu'Isabelle semblait se remémorer des détails. Je me souviens qu'elle a mentionné Pine Street, près de ce vieux lavoto. Elle a dit l'Y avoir vu à 2 reprises en allant au travail. Marsha retint son souffle. Le vieux lavoto se trouvait dans la rue où le motard avait tourné plus tôt celui qui se disputait avec le docteur Velman. Isabelle, j'ai vu quelque chose d'étrange aujourd'hui, commença Marsha, puis elle raconta ses observations du docteur Velman à sa clinique et de l'homme à moto. La rue où se trouve le lavoto est celle que vous venez de mentionner. Vous pensez qu'il y a un lien? Demanda Isabelle, l'air sceptique. Le docteur Velman est un chirurgien respecté. Pourquoi serait-il en contact avec quelqu'un comme Marcus Dick? Je ne sais pas, admit Marsha. Ce n'est peut-être rien. Mais le moment est mal choisi, non? Les uniformes sont retrouvés dans les égouts ce matin, et le docteur Velman réapparaît soudainement, pris au piège d'une violente dispute à sa clinique après avoir annoncé qu'il rentrait se reposer.
On devrait peut-être raconter ce que vous avez vu à l'inspecteur ROR. Je le ferai, décida Marsha, mais je veux être sûr avant de porter des accusations. Elle hésita, puis poursuivit, au fait, saviez-vous que Lia a rendez-vous avec le docteur Velman cet après-midi à sa clinique? Oui, elle l'a mentionné. Quelque chose à propos d'une consultation avec un patient. Je pense que je pourrais aller avec elle, décida Marsha, juste pour voir la clinique par moi-même. Tu commences à paraître un peu paranoïaque, dit gentiment Isabelle. Le docteur Velman a travaillé avec Freya pendant des années. Il a assisté aux réunions de recherche au début. Pourquoi serait-il soudainement suspect? Je ne dis pas qu'il l'est, se défendit Marsha. Mais quelque chose cloche sa cloche depuis ce matin, quand il est arrivé à la zone industrielle. Il y eut un long silence avant qu'Isabelle ne reprenne la parole. Je me fie à ton instinct, Marsha. Tu as toujours été plus perspicace que moi. Fais juste attention à ne pas voir de lien qui n'existe pas, juste parce que nous cherchons désespérément des réponses. Je sais, soupira Marsha. Peut-être que je vois des choses qui n'existent pas. Mais après 6 mois sans rien, je ne peux ignorer la moindre possibilité. Je comprends, dit doucement Isabelle. Tiens-moi au courant. Je pense que je vais rester à la maison et me reposer aujourd'hui. Cette matinée m'a beaucoup épuisé. Après avoir raccroché, Marsha appela Lia. Lorsque son ami répondit, Marsha lui raconta rapidement le courriel de l'inspectrice ROR et sa conversation avec Isabelle. Un homme tatoué, murmura Lia. Cali ne mentionna personne. Je la suivais mais elle n'aurait pas voulu m'inquiéter, elle a toujours été si indépendante. Liwa, à propos de ton rendez-vous avec le docteur Velman cet après-midi, ça te dérangerait que je t'accompagne, demanda Marsha. Bien sûr que non, répondit Liwa. Franchement, je ne suis pas sûr d'avoir envie de conduire après ce matin. On pourrait peut-être y aller ensemble. J'attendrai dans le hall pendant ton rendez-vous, et on pourra ensuite parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, Marsha. Avez-vous trouvé le docteur Velman étrange ce matin sur les lieux, insista Marsha. Les médecins sont tenus à une éthique et à des engagements stricts, Marsha. Quelqu'un avec la réputation du docteur Velman ne risquerait pas sa carrière en faisant quelque chose d'illégal ou de dangereux. Il était probablement simplement fatigué par son service de nuit, et l'homme que vous avez vu était peut-être un patient difficile. Cela arrive parfois. Tu as probablement raison, concéda Marsha, même si elle n'était pas entièrement convaincue. À quelle heure est ton rendez-vous? Je viens te chercher. 2 heures. Et, Marsha, essaie de ne pas trop t'inquiéter. L'inspecteur ROR a une piste solide maintenant. Laisse-le faire son travail. Après avoir raccroché, Marsha s'est rassise sur sa chaise, parcourant distraitement de vieilles photos de Freya sur son téléphone, le visage souriant de sa fille en blouse rose, bras dessus bras dessous avec Chiara et Cali lors de leur remise de diplôme d'infirmière. Toutes les trois étaient pleines d'espoir et d'ambition ce jour-là, impatientes de commencer leur carrière à l'hôpital général de Meadow Ridge. Elle s'arrêta sur une photo de groupe prise lors d'une collecte de fonds à l'hôpital 8 mois auparavant. À l'arrière-plan, légèrement flou mais reconnaissable, le docteur Velman observait les 3 infirmières avec une expression indéchiffrable. Les avait-il toujours observées? Et si oui, pourquoi? Les heures passèrent tandis que Marsha faisait des recherches sur Marcus Dax, ne trouvant guère d'informations, hormis son casier judiciaire et quelques mentions dans la presse locale. Elle était tombée dans un tourbillon de spéculations et de réflexions à la limite de la suranalyse. L'alarme de son téléphone sonna, lui rappelant qu'il était temps d'aller chercher Liwa pour son rendez-vous. En regardant l'horloge, elle réalisa qu'elle devait partir immédiatement. Elle prit son sac à main et ses clés de voiture, fermant la maison à clé. Le trajet jusqu'à la maison de Liwa n'a pris que 10 minutes, et son ami l'attendait déjà dehors quand elle est arrivée. Des nouvelles de l'inspecteur ROR, demanda Liwa en s'installant sur le siège passager. Rien de nouveau, répondit Marsha en s'éloignant du trottoir. As-tu parlé à Isabelle? Bref. Elle se repose à la maison. Liwa jouait avec la bandoulière de son sac à main.
Ce rendez-vous concerne une patiente qui présente de graves cicatrices au visage suite à une brûlure. J'ai cherché le bon spécialiste, et le docteur Velman est l'un des meilleurs de la région. Je comprends, dit Marcha, naviguant dans les embouteillages de l'après-midi. La vie professionnelle doit continuer, même avec tout ça. Ils arrivèrent à Velman Esthétique Médecine 15 minutes avant l'heure prévue du rendez-vous. La clinique était élégante et moderne, avec de grandes baies vitrées encadrées de pierres grises minimalistes. Le parking était désormais occupé par plusieurs voitures, contrairement à auparavant où seule la BMW du médecin était présente. À l'intérieur, une jeune femme en tenue médicale élégante les accueillit derrière un comptoir incurvé. « Bonjour. Avez-vous un rendez-vous ? » « Oui, docteur Liwa Hang à 14 heures, répondit Liwa en présentant sa carte d'hôpital. Le sourire rhétorique de la réceptionniste se transforma en un regard d'excuse. « Je suis désolé, docteur Hang, mais le docteur Velman a annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi pour urgence. Nous avons essayé de contacter tout le monde, mais quelques appels sont tombés sur la messagerie. » « Une urgence, répéta Liwa en jetant un coup d'œil à Marcha. « Tout va bien ? » « On ne m'a donné aucune précision, » a déclaré la réceptionniste. « On m'a juste demandé de reprogrammer les rendez-vous des patients d'aujourd'hui. »« Sera-t-il plutôt à l'hôpital général de Meadow Ridge ?» insista Liwa. La réceptionniste secoua la tête. « Je ne sais pas. Je peux vous reprogrammer pour demain ou en début de semaine prochaine, si vous le souhaitez. » Marcha, quant à elle, s'était dirigée vers les fenêtres donnant sur le parking. « Sa voiture est toujours là, » observa-t-elle en désignant la BMW argentée. « Il est déjà parti ?» La réceptionniste hésita. « Il est toujours dans son bureau. Il a dit qu'il partirait bientôt, mais a demandé à ne pas être dérangé. » Marcha et Liwa échangèrent un regard, la remercièrent et retournèrent dehors. Alors qu'ils traversaient le parking en direction de la voiture de Marcha, celle-ci ralentit devant la BMW du docteur Velman. Par la fenêtre, elle aperçut du matériel médical sur la banquette arrière, une bouteille d'oxygène, des appareils de surveillance et un brancard portable plié. « Liwa, regarde ça, » murmura Marcha. Pourquoi aurait-il tout ça dans son véhicule personnel? La clinique n'a pas son propre moyen de transport? C'est inhabituel, acquiesça Liwa en fronçant les sourcils. La plupart des cabinets disposent de véhicules dédiés à ce genre de matériel encombrant. Quelque chose ne va pas, dit Marcha. D'abord la dispute de ce matin, puis les rendez-vous annulés, mais toujours là où est tout ce matériel, dit Liwa en lui touchant doucement le bras. Je pense que tu réfléchis trop. Mets-toi à sa place, il travaille à la fois à l'hôpital et à son propre cabinet. Il y a peut-être une explication plausible. Ils montèrent dans la voiture de Marcha, mais elle resta assise à fixer la clinique. On devrait attendre de voir ce qu'il fait, se demanda-t-elle. C'est presque du harcèlement, Marcha, dit Liwa avec inquiétude. Allons plutôt chez Isabelle. Il vaut mieux rester ensemble que de passer du temps seul à trop réfléchir. Marcha hésita, puis hocha la tête. Tu as raison. Ça me tape sur les nerfs. Elle démarra le moteur et s'engagea dans l'intersection. Dans son rétroviseur, elle aperçut le docteur Velman traverser le parking en courant avec une petite valise. « Regarde, dit-elle. Il s'en va. » Sa BMW recula et se gara à leur hauteur au feu. Par la vitre latérale, ils le virent au téléphone, tendu et paniqué, gesticulant sans cesse. Il frappa le volant et murmura « S'il vous plaît, c'est dangereux. » Puis son ton se radoucit et il poursuivit son appel, sans se rendre compte qu'il le regardait. Au feu vert, sa voiture s'est mise à foncer. Un coup de klaxon retentit derrière Marcha, la forçant à le suivre, d'abord discrètement, puis plus délibérément. « Marcha, que fais-tu » demanda Liwa. « Ça ne me semblait pas normal » répondit Marcha. « Tu crois que ça l'était ? On ne le suit pas comme dans un film, protesta Liwa. Il a dit que c'était une urgence. On devrait aller chez Isabelle et attendre les nouvelles de l'inspecteur ROR. Marcha était sur le point de céder lorsque le docteur Velman tourna sur Pine Street,
la route avec l'ancien lave-auto dont Isabelle avait parlé, la même rue que le motocycliste avait emprunté plus tôt. Liwa, ce n'est pas l'hôpital Meadow Ridge qui est concerné, dit Marsha. En cas d'urgence, il ira là-bas, c'est le seul hôpital de la ville. Liwa consulta sa carte. Tu as raison. Il n'y a ni hôpital ni résidence dans cette rue. Cela suffisait. Marsha tourna sur Pine Street, les suivant de loin. Ils quittèrent Milaven, la ville urbaine, les routes devinrent industrielles et négligées. Au bout d'une quinzaine de minutes, le docteur Velman s'est garé sur le parking d'un bâtiment abandonné marqué « Meadowview Clinic ». Marsha s'est garé de l'autre côté de la rue, à une station-service, et ils l'ont regardé décharger du matériel dans le bâtiment délabré. Une moto noire était garée à l'entrée. « C'est le même vélo », murmura Marsha. Liwa appela l'inspecteur ROR. « C'est plus que suspect. On est en face de la clinique Meadowview. » Marsha a filmé le docteur Velman déchargeant son matériel et l'a envoyé, ainsi que leur position, à l'inspecteur ROR et à Isabelle. Isabelle a immédiatement répondu, c'est le vélo que Chiara a décrit. L'inspecteur ROR a rappelé, les unités sont en route. Restez dans votre voiture. N'approchez pas. Ils s'installèrent, observant la clinique silencieuse. 15 minutes plus tard, les sirènes interrompirent le silence. 3 voitures de patrouille arrivèrent, les policiers se déployèrent autour du bâtiment. L'inspecteur ROR émergea, s'approcha en trottinant et demanda, « Vous allez bien tous les deux ?» « Tout va bien, » dit Marsha. « On l'a juste suivi jusqu'ici et on a appelé dès qu'on a compris que quelque chose clochait. »« Vous avez bien fait, » dit-il. « Nous enquêtons sur le docteur Velman depuis ce matin. Après avoir retrouvé ses tenues, nous avons examiné 6 mois de registre de badge, accès irréguliers, entrée en dehors des heures d'ouverture dans des zones où il n'aurait pas dû être. »« Tu le soupçonnais ?» demanda Liwa incrédule, « pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« Je ne pouvais pas sans preuve, » a expliqué l'inspecteur ROR. Le docteur Velman est très respecté dans cette communauté, porter des accusations sans preuve aurait été irresponsable. Une agitation à la clinique a attiré leur attention. Les policiers encerclaient le bâtiment, armes au poing. Par haut-parleur, un policier a ordonné aux occupants de sortir, main visible. « J'ai besoin que vous restiez tous les deux ici, » ordonna fermement l'inspecteur ROR. C'est une opération policière active. Il se dépêcha de rejoindre son équipe, laissant Marsha et Liwa observer la scène avec anxiété depuis le parking de la station-service. Quelques minutes plus tard, la porte de la clinique s'ouvrit. Le docteur Nathan Velman en sortit le premier, les mains levées au-dessus de la tête. Son apparence impeccable avait disparu, sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, et son expression mêlait défi et résignation. Derrière lui arrivait un autre homme, plus grand et plus musclé, avec de légères marques sur le visage et les mains qui ressemblaient à des restes de tatouages partiellement effacés par brûlure ou laser. Marsha comprit qu'il s'agissait de Marcus Dax. Les policiers ont rapidement menotté les 2 hommes et les ont conduits dans des véhicules de police séparés. L'inspecteur ROR s'est approché du docteur Velman, lui parlant intensément pendant un moment avant que le médecin ne soit installé dans une voiture de patrouille. Puis, un événement inattendu s'est produit, d'autres policiers sont sortis du bâtiment, accompagnant cette fois 3 femmes à l'air frêle qu'on aidait avec précaution à rejoindre les ambulances qui attendaient. « Oh mon Dieu !» halta Marsha en serrant le bras de Liwa. « Ce sont elles, nos filles. » Sans réfléchir, ils traversèrent la rue en courant, ignorant l'officier qui tentait de les arrêter. Freya, Chiara et Kali étaient chargés sur des civières, paraissant gravement mal nourris et désorientés. Leurs visages autrefois éclatants étaient décharnés, leurs yeux creusés par des mois de captivité. « Maman !» s'écria Marsha en prenant la main de sa fille. Le regard vague de Freya comprit lentement qu'elle la reconnaissait. « Maman !» murmura-t-elle, la voix brisée par le manque d'attention. Un ambulancier est intervenu avec douceur. « Madame, il faut les emmener à l'hôpital immédiatement, ils sont gravement déshydratés et mal nourris. » L'inspecteur ROR apparut aux côtés de Marsha. « Ils sont vivants, Madame Langston, tous les 3. »
Nous les emmenons immédiatement à l'hôpital général de Meadow Ridge. Comment les as-tu trouvés si vite? Demanda Lia, les larmes aux yeux. Une fois le bâtiment franchi, ce n'était pas difficile, a expliqué l'inspecteur. Ils étaient détenus dans ce qui était autrefois le service d'isolement de la clinique. Marsha sortit son téléphone, les mains tremblantes, et appela Isabelle. Isabelle, ils les ont trouvées, elles sont vivantes. On est à l'ancienne clinique de Meadowview, mais ils emmènent les filles à l'hôpital général de Meadow Ridge. On se retrouve là-bas. Le cri de joie d'Isabelle fut audible même par l'inspecteur ROR, qui hocha la tête en signe de compréhension. Vous pouvez suivre les ambulances jusqu'à l'hôpital, je vous y retrouverai une fois la scène sécurisée. Alors qu'ils se hâtaient de rejoindre la voiture de Marsha, ils virent arriver les équipes médico-légales, prêtes à fouiller la clinique abandonnée à la recherche de preuves. L'inspecteur ROR coordonnait les agents et les dirigeait vers différentes zones. Marsha démarra sa voiture, les mains tremblantes, et partit à la suite des ambulances. Sur le chemin, Lewa appela de nouveau Isabelle pour la mettre au courant. L'inspecteur ROR a dit qu'ils avaient arrêté le docteur Velman et un autre homme, ce doit être Marcus Dax. Ils ont trouvé les filles dans la vieille clinique. Elles sont vivantes, Isabelle, ou elles sont vraiment vivantes? Le trajet jusqu'à Meadow Ridge Général lui parut à la fois interminable et instantané. Après 6 mois d'angoisse et d'incertitude, ces filles étaient vivantes, blessées, traumatisées, mais vivantes. À leur arrivée, le service des urgences était déjà en préparation. Les ambulances arrivèrent et les équipes médicales emmenèrent les 3 jeunes femmes sur des brancards. Marsha et Lewa furent dirigées vers une salle d'attente privée, où Isabelle les rejoignit quelques minutes plus tard, essoufflée par la course. Les 3 mères s'étreignirent, le soulagement et la joie mêlés d'inquiétude. Les médecins ont dit qu'ils nous tiendraient au courant dès qu'ils les auraient examinées, a expliqué Marsha en essuyant ses larmes. Ils souffrent de malnutrition sévère, mais ils sont vivants. Que s'est-il passé? Pourquoi le docteur Velman les a-t-il pris? Demanda Isabelle. Je ne sais pas encore, admit Marsha. L'inspecteur ROR a dit qu'il expliquerait à son arrivée. Pendant qu'ils attendaient, le personnel de l'hôpital prenait régulièrement de leurs nouvelles, leur offrant de l'eau et les rassurant. La nouvelle s'était rapidement répandue et de nombreux membres du personnel se sont rassemblés dans le couloir, impatients d'avoir des nouvelles. Quelques heures plus tard, l'inspecteur ROR arriva avec 2 agents. Son visage trahissait la tension de la journée, mais une satisfaction évidente se lisait dans ses yeux. Ils sont en cours de stabilisation, leur a-t-il dit. Les médecins disent qu'avec le temps et des soins appropriés, ils se rétabliront physiquement. On peut les voir, demanda Isabelle avec empressement. Bientôt, promit-il. L'équipe médicale travaille encore avec eux, mais vous serez admis dès que possible. Qu'est-il arrivé à nos filles, inspecteur? Demanda Marsha. Pourquoi le docteur Velman les a-t-il emmenées? L'inspecteur ROR fit un geste vers les chaises vides. Vous devriez vous asseoir. C'est une histoire compliquée, et nous en sommes encore à assembler les pièces. Une fois assis, il a commencé à expliquer ce que la police avait appris des premiers interrogatoires du docteur Velman et de Marcus Dax. D'après ce que nous avons compris, le docteur Velman a engagé Marcus Dax par l'intermédiaire d'un réseau criminel pour se débarrasser des 3 infirmières, a-t-il déclaré. Il voulait qu'elles disparaissent discrètement, définitivement. Mais pourquoi? Demanda Lewa, horrifié. C'est là que les choses se compliquent, poursuivit l'inspecteur. D'après Dax, il était censé les tuer, mais il n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, il les a retenus prisonniers dans la clinique abandonnée, qui appartenait auparavant au père du docteur Velman avant sa fermeture il y a 15 ans. Alors ils sont là depuis tout ce temps? Demanda Isabelle, la voix tremblante. L'inspecteur ROR acquiesça. Dans une aile fermée qui servait autrefois de salle d'isolement. Ils étaient détenus dans des conditions extrêmement précaires, gravement mal nourris et négligés médicalement. Pourtant, ils ont été maintenus en vie. Mais pourquoi Dax les garderait-il en vie s'il était engagé pour les tuer? Demanda Marsha. Pour faire pression, expliqua l'inspecteur. Outre le braquage de la supérette,
Dax fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. Il a exigé du docteur Velmont une chirurgie faciale illégale pour l'aider à échapper aux forces de l'ordre. Il pensait qu'un nouveau visage lui offrirait un nouveau départ, une identité propre. Le docteur Velmont a refusé. Lewa, forte de ses connaissances médicales, avait compris, et l'inspecteur Héroer l'avait confirmé. Le docteur Velmont tergiversait depuis des mois, prétextant qu'il ne disposait ni du matériel stérile ni des anesthésiques nécessaires à son cabinet, et que pratiquer l'opération à l'hôpital les exposerait tous deux. Selon Dax, le médecin lui aurait dit « Je ne risquerai pas tout pour un voyou comme vous. » Alors les uniformes dans les égouts. Comment ça marcha? C'était Dax qui envoyait un message, a déclaré l'inspecteur. Il était furieux d'avoir été manipulé. Il a pris les uniformes des infirmières, les a enveloppés de fils de fer et de sparadrap, et les a jetés dans les toilettes industrielles de la clinique abandonnée, reliée au tout à l'égout. Il voulait faire pression sur le docteur Velmont pour qu'il pratique l'opération en menaçant de révéler ce qu'ils avaient fait, et ce blocage nous a permis de retrouver les uniformes. Isabelle réalisa, c'est exact. L'inspecteur Héroer a ajouté, lorsque nous avons enquêté sur la piste de Dax grâce aux empreintes digitales, nous sommes allés à sa dernière adresse connue, mais bien sûr, il n'y était pas. Il s'était caché dans la clinique abandonnée pendant tout ce temps, surveillant les infirmières. A-t-il avoué tout cela? Demanda Lia. Oui, sans hésiter, répondit l'inspecteur. Il semblait presque soulagé. Ses mots exacts furent, c'est Doc qui a tout organisé, j'ai juste fait le sale boulot. Une infirmière apparut à la porte et les interrompit. Excusez-moi, mais une patiente demande à vous parler. Elle dit que c'est important. Lequel? Demanda Marcia avec anxiété. Freya Langston, répondit l'infirmière. Elle est plus stable que les autres. D'autres, insistant pour parler immédiatement à l'inspecteur, se sont précipités. L'inspecteur Héroer s'est levé et a dit, je vais voir ce qu'elle a à dire, ça pourrait t'aider à compléter certaines informations. Je peux venir avec toi, supplia Marca. J'ai besoin de voir ma fille. Après un moment de réflexion, l'inspecteur hocha la tête. D'accord, mais elle est encore très faible, alors laissez-la parler à son rythme. Ils suivirent l'infirmière dans le couloir jusqu'à une chambre privée où Freya était allongée dans un lit d'hôpital, des perfusions fixées au bras et un équipement de surveillance émettant des bips réguliers à côté d'elle. Malgré son apparence fragile, son regard était vif et déterminé. Maman, murmura-t-elle tandis que Marca se précipitait à ses côtés, serrant soigneusement sa fille dans ses bras. Oh, Freya, sanglota Marca en caressant les cheveux de sa fille. Je n'ai jamais perdu espoir. Au bout d'un moment, Freya reporta son attention sur l'inspecteur Héroer. Vous devez savoir pourquoi il a fait ça, dit-elle d'une voix faible mais résolue. Prends ton temps, l'encouragea-t-il en tirant une chaise plus près du lit. Freya prit une inspiration tremblante. Le docteur Velmont falsifiait les dossiers des patients et les demandes d'indemnisation. Il se comportait également de manière inappropriée avec les patients sous sédatifs pendant les interventions. Elle détourna le regard, visiblement gênée par les détails. J'ai commencé à remarquer des incohérences dans les documents il y a environ 7 mois, des choses qui ne collaient pas. L'avez-vous confronté? Demanda le détective Héroer. Freya secoua légèrement la tête. Pas directement. J'avais peur de perdre mon emploi. J'en ai d'abord parlé à Chiara et Cali, et nous avons décidé de rassembler des preuves avant de le signaler à l'administration de l'hôpital. Alors tu enquêtais sur lui, réalisa Marcia en serrant doucement la main de sa fille. Nous étions prudents, du moins nous le pensions, poursuivit Freya. Mais il a dû le découvrir d'une manière ou d'une autre. Un soir, après notre service, nous étions tous en train de rejoindre nos voitures dans le parking de l'hôpital lorsqu'une camionnette s'est arrêtée. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on m'a mis quelque chose sur le visage. L'inspecteur Héroer hocha la tête et prit des notes. Cela concorde avec ce que nous apprenons. Le docteur Velmont ne pouvait pas risquer de ruiner sa réputation, alors il a engagé Dick pour éliminer la menace. Chiara va bien? Et Cali? Demanda Freya avec anxiété.
Ils sont soignés, lui assura Marcia. Ils s'en sortiront, tout comme toi. Dans le couloir, ils entendirent du vacarme tandis que davantage de personnel hospitalier se rassemblait et la nouvelle s'étant rapidement répandue que les infirmières disparues avaient été retrouvées. Une autre infirmière apparut à la porte. « Excusez-moi, inspecteur. La fille du docteur Hang est réveillée et souhaite également vous parler. » L'inspecteur ROR hocha la tête. « J'arrive. » Il se tourna vers Freya. « Merci pour ces informations. Elles vont nous aider à constituer un dossier solide contre le docteur Velman. »« Il y a encore une chose, » dit Freya, la voix affaiblie par la fatigue. « L'homme qui nous gardait, Marcus, n'était pas aussi cruel qu'il aurait pu l'être. Il nous apportait à manger et à boire. Il a même fait passer des médicaments en cachette quand Kali a contracté une infection. Je pense qu'il était lui aussi piégé, à sa manière. » L'inspecteur ROR a réfléchi à cette question. Sa coopération pourrait lui valoir une certaine considération lors de la détermination de sa peine, mais il devra néanmoins répondre à de graves accusations pour son implication dans cette affaire. Alors qu'elle quittait la chambre de Freya pour aller voir les autres jeunes femmes, le personnel hospitalier s'est approché, leur a posé des questions et leur a proposé son soutien. Les caméras de télévision étaient déjà déployées devant l'hôpital, et les journalistes tentaient de recueillir les témoignages de toutes les personnes entrant ou sortant du bâtiment. L'inspecteur ROR se tourna vers Marcia. « Je dois vérifier l'état des autres victimes, puis me coordonner avec mon équipe à la clinique. Il fouille également le bureau du docteur Velman, ici à l'hôpital, à la recherche de preuves d'autres crimes qu'il aurait pu commettre au fil des ans. » Isabelle s'approcha d'eux depuis le bout du couloir, le visage baigné de larmes de joie. Chiara est réveillée. Elle me demande. Marca serra son amie dans ses bras. Va la rejoindre. Je serai avec Freya. Isabelle se précipita vers la chambre de sa fille. Lia les rejoignit, son attitude professionnelle dissimulant à peine son émotion. L'état de Kali s'améliore, rapporta TL. Les médecins disent qu'elle aura besoin d'une kinésithérapie intensive, mais qu'elle se rétablira. Ils se rétabliront tous. Ce sont des survivants, tous les trois, a déclaré Marcia avec conviction. La nouvelle du sauvetage se répandit rapidement à Milaven. À la tombée de la nuit, une petite foule de sympathisants se rassembla devant l'hôpital, tenant des bougies dans une veillée spontanée de soutien aux trois jeunes infirmières qui avaient tant souffert. Marca retourna dans la chambre de Freya et tira une chaise près du lit de sa fille. Elle lui prit doucement la main, la regardant s'endormir paisiblement pour la première fois depuis 6 mois. Les jours suivants furent une véritable effervescence à l'hôpital général de Meadow Ridge. Les trois jeunes infirmières furent transférées dans une aile sécurisée où elles purent se rétablir ensemble, leur chambre étant adjacente pour leur offrir un confort partagé tout en permettant des soins individuels. Leur rétablissement physique prendrait du temps et des mois de malnutrition avaient gravement affecté leur corps, mais c'est la guérison psychologique qui s'avérerait le plus difficile. Les psychologues de l'hôpital ont entrepris des séances de thérapie douce pour les aider à surmonter le traumatisme de leur captivité. Une semaine après leur sauvetage, Marcia arriva à l'hôpital et trouva Freya assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre de sa chambre. Bien qu'encore émaciée, ses joues avaient repris des couleurs et ses yeux affichaient encore l'éclat qui l'avait toujours caractérisé. « Maman », dit-elle avec un petit sourire. Isabelle et Lia sont là aussi. On se retrouve toutes dans la chambre de Kali. Marcia aida sa fille à traverser le couloir jusqu'à Isabelle et Lewa qui les attendaient déjà avec leur fille. La scène était à la fois émouvante et pleine d'espoir, trois mères retrouvaient leurs enfants contre toute attente. Les médecins disent que nous pourrons probablement rentrer chez nous dans une semaine, avec des infirmières à domicile, bien sûr, et beaucoup de compléments alimentaires, a annoncé Chiara, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis leur sauvetage. Notre masse musculaire est gravement diminuée, a ajouté Kali, affirmant ses connaissances médicales malgré son épreuve. L'inspecteur ROR arriva peu après et frappa poliment à la porte ouverte avant d'entrer. « Mesdames, j'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout », lui assura Liwa. « Nous discutions simplement du calendrier de rétablissement. »
J'ai des nouvelles de l'affaire que vous pourriez vouloir entendre, dit-il en s'asseyant à la place que Marcha lui offrait. Le docteur Velman a été formellement inculpé de plusieurs crimes, dont enlèvement, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et plusieurs chefs d'accusation de faute médicale. Et Marcus Dick, demanda Freya à voix basse. Il coopère pleinement, a expliqué l'inspecteur ROR. En échange de son témoignage contre le docteur Velman, le procureur envisage une réduction des charges. Il purgera tout de même sa peine, mais ses actions pour vous maintenir en vie et permettre la découverte des uniformes joueront en sa faveur. Le docteur Velman a-t-il expliqué pourquoi il ne nous a pas simplement licenciés, demanda Khalil la question qu'ils se posaient tous. D'après sa déclaration, a révélé l'inspecteur, il ne s'agissait pas seulement d'une fraude à l'assurance. Son cabinet privé était criblé de dettes. Il avait contracté d'énormes emprunts pour le créer et utilisé des déclarations d'assurance frauduleuses pour le maintenir à flot. Si vous l'aviez dénoncé, il aurait perdu son droit d'exercer, son cabinet, tout, alors il a décidé que vos vies valaient la peine d'être sacrifiées. Il y a plus, a poursuivi l'inspecteur ROR. En perquisitionnant son bureau à l'hôpital et sa clinique, nous avons découvert des preuves d'autres crimes remontant à des années, de multiples incidents de comportement inapproprié avec des patients sous sédatifs, des dossiers médicaux falsifiés, et même des vols de médicaments sur ordonnance. Il avait bâti sa carrière et sa réputation sur la tromperie. Et personne ne s'en doutait, demanda Isabelle, incrédule. Il était très prudent, expliqua l'inspecteur. Jusqu'à ce que Freya remarque des incohérences. D'après ses aveux, il a paniqué en réalisant qu'elle documentait ses activités. Lorsqu'il a appris qu'elle s'était confiée à Chiara et Kali, il vous a perçus tous les trois comme des menaces à éliminer. Comment a-t-il rencontré Marcus Dick, se demanda Marcha. Par l'intermédiaire d'un ancien patient ayant des liens avec le milieu criminel, a expliqué l'inspecteur ROR. Dick voulait absolument changer d'apparence pour éviter les mandats d'arrêt en suspens. Le docteur Velman lui a promis une reconstruction faciale en échange de la prise en charge des 3 infirmières. Mais une fois l'opération terminée, le médecin a continué à repousser l'opération, prétextant divers prétextes. La conversation s'interrompit lorsqu'une infirmière entra pour examiner les patients, ajuster les perfusions et enregistrer les signes vitaux. Après son départ, Freya prit la parole, la voix pensive. Je me souviens du dernier jour avant notre disparition. J'étais en train de classer les dossiers des patients et j'ai trouvé des factures en double pour des interventions qui n'avaient pas été réalisées. Quand j'en ai parlé au docteur Velman, il a balayé l'affaire en pensant à une erreur administrative, mais son regard? J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Tu n'aurais pas pu prévoir ça, lui assura Marca. Personne n'aurait pu. Plus tard dans l'après-midi, alors que les mères se préparaient à partir pour la journée, Freya demanda à Marca de rester un moment. Je n'arrêtais pas de penser à toi, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Dans les moments les plus difficiles, quand j'étais sûr que nous ne survivrions pas, je t'imaginais à la maison, m'attendant. Cela m'a donné la force de tenir bon. Marca serra sa fille dans ses bras, consciente de sa fragilité. Je n'ai jamais abandonné, murmura-t-elle. Pas un seul jour. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, Isabelle et Léoa attendaient, leurs émotions à peine contenues. Les 3 mères avaient été soudées par leur épreuve commune, tout comme leurs filles avaient puisé leurs forces l'une dans l'autre durant leur captivité. L'administrateur de l'hôpital leur a proposé de reprendre leur poste, a expliqué Liwa. Quand ils seront prêts à reprendre le travail. Tu crois qu'ils le feront? Demanda Marcha en jetant un coup d'œil vers la pièce où Freya se reposait. Je ne sais pas, a admis Isabelle, mais quelle que soit leur décision, ils auront notre soutien. En traversant les couloirs de l'hôpital en direction de la sortie, ils passèrent devant le service de dermatologie et de chirurgie esthétique où Freya avait autrefois travaillé aux côtés du docteur Velman. Le personnel était discret, encore en train de digérer la trahison de leur ancienne collègue. Dehors, le soleil couchant projetait de longues ombres sur le terrain de l'hôpital. Les camions des médias s'attardaient encore, même si l'effervescence initiale s'était retombée à mesure que l'histoire passait du statut d'actualité de dernière minute à celui de couverture médiatique continue.
Les trois mères marquèrent une pause, regardant le bâtiment où leur fille était enfin en sécurité. « Je n'arrête pas de penser à quel point on a failli ne jamais les retrouver, » dit Marca doucement. « Si ces uniformes n'avaient pas bloqué ce tuyau. Si vous n'aviez pas remarqué le comportement étrange du docteur Velman, » ajouta Lia. Si l'inspecteur Héroer n'avait pas relié les points si rapidement, conclut Isabelle. Ils restèrent un moment silencieux, chacun réfléchissant à la série d'événements qui avaient conduit au sauvetage de leur fille. Le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, mais le cauchemar de l'incertitude était terminé. « Demain à la même heure ?» demanda Marca, même si elle connaissait déjà la réponse. Isabelle et Lewa hochèrent la tête à l'unisson, et les trois femmes se séparèrent, chacune rentrant chez elle pour se préparer à une nouvelle journée de soutien au rétablissement de leur fille ou une tâche à laquelle elles feraient face ensemble, tout comme elles avaient affronté les longs mois de recherche.